La parole est à Monsieur Gérard Cherpion pour le groupe UMP pour 10 minutes. Monsieur le Président. Oui. C'est moi rémunérateur. C'est moi rémunérateur. On ne va pas s'arrêter à ça. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, elle n'est plus là, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le dialogue social avait été érigé en philosophie, en principe de gouvernance, comme vient de le rappeler notre éminent collègue Liebe Gott, par François Hollande pour son quinquennat. Y étant moi-même attaché, je considérais cette volonté positive. Pourtant, mois après mois, les accords nationaux interprofessionnels se font de plus en plus rares, voire deviennent inexistants. Et l'échec de la dernière négociation en est un exemple. Et aujourd'hui, ça explique la présentation par le gouvernement de ce projet de loi. Certaines mesures portées par le projet de loi initial allaient plutôt dans le bon sens, peut-être avec un manque d'ambition, et j'y reviendrai. Il se pose toutefois la question de la cohérence et de la lisibilité. Alors que nous discutons d'un projet de loi relatif au dialogue social, le Premier ministre charge Jean-Denis Combrexel d'une mission sur la place des accords dans les entreprises. Cette mission devra, et je cite, « élargir la place de l'accord collectif dans notre droit du travail et la construction des normes sociales et ne devra pas se contenter d'aménagements, mais ouvrir des perspectives nouvelles et audacieuses. » Quel programme! Cette mission va clairement dans le bon sens puisque l'UMP demande depuis longtemps, et je l'ai proposé en octobre 2014 dans la proposition de loi, mais le calendrier pose question. Pourquoi ne pas l'avoir intégré dans ce projet de loi dont c'est le sujet? Pourquoi ne pas avoir attendu la fin de cette mission? Où est la cohérence politique, Monsieur le Ministre? Dans le même esprit, c'est aujourd'hui même que M. Sirug, rapporteur du présent projet de loi, remet parallèlement au Premier ministre un rapport sur la pénibilité. À nouveau, la question de la cohérence se pose. Doit-on s'attendre une nouvelle fois à des amendements de dernière minute du gouvernement? Monsieur le Premier ministre a répondu cet après-midi et a confirmé le dépôt d'un certain nombre d'amendements dont nous n'avons pas connaissance, que nous ne pourrons pas étudier et qui, bien évidemment, comme dans la loi Macron, vont enrichir, si je puis dire, un texte déjà fourre-tout. L'Assemblée nationale travaille donc ainsi sur un projet de loi qui, malgré quelques avancées, est un projet de loi, le moins qu'on puisse dire, en demi-teinte. Et encore. Est-ce le Congrès socialiste qui paralyse l'action du gouvernement? Tu crois? Est-ce la volonté de ne déplaire ni aux syndicats salariés ni aux organisations patronales? C'est pourtant la meilleure façon de ne contenter personne et vous y êtes, dans ce sens, parfaitement parvenus. Pourtant, le temps n'est plus aux tergiversations. Il faut profondément réformer notre marché du travail, notre code du travail. La volonté du gouvernement, dans le cadre de la mission Combrexel, de donner plus de poids aux accords d'entreprise et de branche est positive. J'ai ainsi déposé un amendement visant à créer des accords de maintien dans l'emploi offensif, dispositif d'ailleurs souhaité, semble-t-il, par le gouvernement. Alors, Monsieur le Ministre, je vous invite à passer des paroles aux actes et à soutenir cet amendement. L'article 1er du projet de loi crée des commissions paritaires interprofessionnelles destinées à représenter les salariés et employeurs des entreprises de moins de 11 salariés. L'ayant moi-même proposé en octobre dernier, je ne pouvais pas m'opposer à ce principe. Il est en effet important que les 4 600 000 salariés qui ne sont pas représentés actuellement le soient. Toutefois, je regrette que ce ne soit pas l'occasion de revoir les seuils des entreprises. Ma proposition concernait la mise en place d'une représentation territoriale des salariés pour les entreprises de moins de 100. Cette proposition avait l'avantage de simplifier le passage du seuil des 50 tout en intégrant les TPE. C'est une occasion manquée de faire bouger les seuils pour libérer l'emploi alors que vous y étiez engagé. Malgré mon ouverture à votre article 1er, vous pouvez voir dans l'alias des amendements une demande de suppression de cet article. En effet, les changements opérés par la Commission sur proposition du rapporteur ne sont pas acceptables. L'ouverture des entreprises aux représentants des salariés inquiète fortement les patrons des petites entreprises. Cette inquiétude ne peut être ignorée et ce n'est d'ailleurs la volonté d'aucun des partenaires sociaux. Les partenaires sociaux n'ont en aucun cas demandé cette chose. Nous ne pouvons donc pas voter l'article 1er. La réforme des instances représentatives IRP du personnel va dans le bon sens.
Les entreprises de 50 à 300 salariés pourront élargir et moduler la délégation unique du personnel et les entreprises de plus de 300 salariés pourront regrouper les instances représentatives IRP du personnel à travers des accords majoritaires. Ces mesures sont des avancées pour les entreprises et leur permettront une plus grande souplesse. Je regrette toutefois que vous ayez revu à la baisse votre action. Vous sembliez prêt l'année dernière à réellement avancer sur la question des seuils sociaux, puisqu'ils sont un frein à la création d'emplois. Le passage à 50 salariés crée ainsi plus de 35 nouvelles obligations et augmente le coût du travail de 4%. Vous aviez émis l'idée de geler les seuils sociaux pendant 3 ans. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? En commission, vous avez répondu qu'on ne pouvait pas toucher aux seuils sociaux sans l'accord des partenaires sociaux. Avec tout le respect que je leur dois, lorsque le dialogue social est en panne, et c'est le cas, c'est aux politiques de prendre leurs responsabilités. C'est au gouvernement de proposer une réforme, aux parlementaires de l'adopter. Les seuils sociaux sont une des causes des freins du développement de nos économies françaises. S'il n'y a pas d'accord des partenaires sociaux, le gouvernement doit avoir le courage de proposer une réforme tout en tenant compte, bien évidemment, de leurs propositions. Il en va de l'avenir de la France. La rationalisation de l'agenda social des entreprises part également d'une bonne intention. Fusionner 17 obligations d'information en 3 grandes consultations est une bonne chose, mais nous aurions pu aller plus loin en supprimant certaines obligations afin de donner une plus grande liberté aux entreprises. En ce qui concerne les intermittents du spectacle, les annexes 8 et 10 qui leur sont propres n'ont jamais été remises en cause. Et pourtant, nous allons les inscrire dans la loi. Cela ressemble fort à un geste politique. Qui plus est, ce geste crée un précédent. Quelles catégories de travailleurs vont demander demain de sortir de la convention d'assurance chômage pour obtenir leur propre négociation? Enfin, il reste un véritable problème. Le régime intermittent est déficitaire de plus d'1 milliard d'euros pour 100 000 bénéficiaires. Le ratio allocation-contribution est ainsi le plus élevé de tous les régimes et votre réforme ne règle pas ce sujet. Sur le compte personnel d'activité, comme d'autres points abordés par ce projet de loi, l'idée est intéressante. Il serait en effet positif pour les salariés d'avoir un seul guichet pour tous les comptes différents. Toutefois, à nouveau, comme les autres mesures de ce projet de loi, ce compte pèche dans sa mise en œuvre. Tout d'abord, vous n'avez pas respecté l'article L1 du Code du travail. Je voudrais rappeler que l'article L1, c'était la loi du dialogue social de Gérard Larcher. Donc le dialogue social existait bien il y a quelques années. Et puisque vous êtes remonté aux lois Auroux, je voudrais rappeler Chaban-Delmas et la nouvelle société qui avait déjà instauré effectivement les grands principes du dialogue social. Vous n'avez donc pas respecté l'article L1 du Code du travail avant d'inscrire ce principe dans la loi en bafouant donc le dialogue social et ensuite vous renvoyez simplement à une concertation. Mais surtout, ce compte personnel est un grand flou. Nous ne savons rien sur le financement, sur la portabilité, sur le coût qu'il aura sur le travail et bien d'autres questions. La nouvelle prime d'activité bénéficiera, selon les projections du gouvernement, à 2 800 000 actifs et 2 millions de foyers. Pourtant, le RSA activité et la PPE bénéficient aujourd'hui à près de 7 millions de foyers. Cette grande différence entre le nombre de bénéficiaires pose une question. Est-ce une vraie avancée? En effet, avec ce changement, ce sont à nouveau les mêmes qui vont payer la facture, la classe moyenne. Ce sont eux qui sont les vrais perdants de cette réforme. Et même avec la suppression de la première tranche d'imposition, il reste 820 000 ménages perdants. La classe moyenne paye toujours plus d'impôts et bénéficie de moins en moins des aides de l'État. Enfin, en ouvrant cette prime aux jeunes, vous émettez un mauvais signal. Nous devons aider les jeunes à s'insérer plus efficacement et plus rapidement sur le marché du travail. Nous devons inciter les entreprises à mieux les rémunérer. Mais ce n'est pas en favorisant l'assistanat que nous rendons service aux jeunes. Ainsi, un apprenti aura un salaire pour travailler en temps mi-temps environ et bénéficiera d'un complément de rémunération. Lorsqu'il entrera dans l'emploi, il gagnera autant pour travailler à plein temps. Monsieur le ministre, comment lui expliquer? Enfin, Monsieur le ministre, votre projet de loi s'intitule « Dialogue social et emploi ». Si le dialogue social vous échappe, que dire de l'emploi, puisque aucun article n'ouvre à l'accès à l'emploi des 3 600 000 chômeurs, demandeurs d'emploi, qui sont les oubliés de ce texte. En conclusion, vous aurez compris que nous ne sommes pas opposés à toutes les mesures contenues dans ce texte. Toutefois, leur mise en œuvre ne va pas assez loin et le travail de la Commission a déséquilibré le texte. Nous ne pouvons plus nous satisfaire de bouger simplement les curseurs. Nous devons profondément réformer la France. C'est la raison pour laquelle notre groupe, à cet instant, ne votera pas ce texte. Merci, Monsieur Cherpion. Prochaine séance ce soir à 21h30, suite de la discussion du projet de loi sur le dialogue social et l'emploi. La séance est levée.